Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Rennes, Artibat, et avec mes trois invités, nous allons parler prix, tension sur les prix, pénurie de matériaux. Tout le monde en a entendu parler. On va voir quelle est la réalité et si on peut s'attendre à un retour à la normale. Avec moi pour en parler, Monsieur Michel Brochu, bonjour. Bonjour. Vous êtes constructeur bois. Votre société s'appelle comment ? Atelier Isaac, à Nord-sur-Erdre. Voilà, et vous êtes aussi président de la CAPEB des Pays de la Loire. Je ne vous demande pas de présenter la CAPEB. La CAPEB, c'est la première organisation patronale de France qui défend donc les petites et moyennes entreprises du bâtiment. Voilà. Et donc on va voir avec vous comment ça se passe de ce côté-là pour les entreprises. À côté de vous, Monsieur Olivier Ferron, bonjour. Bonjour, Vous êtes le délégué général de FIBOIS. c'est ça. Et FIBOIS, FIBOIS, c'est l'interprofession du bois en Bretagne. oui, j'ai oublié FIBOIS Bretagne. FIBOIS Bretagne. À côté de vous, Monsieur Bertrand Moore, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'observatoire Oloma pour le logement neuf en région Pays de la Loire. Oloma, qu'est-ce que c'est ? C'est un observatoire qui regroupe les professionnels de la construction, aménageurs, collectivités, banquiers, et qui observe tous les trimestres l'activité du logement neuf dans la région pour donner des informations macro, mais aussi pour les opérateurs en matière de développement, et qui permet d'assurer, en tout cas d'apporter son concours au développement durable du territoire. Voilà, ben avec vous, on a l'ensemble de la chaîne, j'allais dire, de production quasiment. Monsieur Brochu, comment ça se passe, avant de parler de la CAPEB, comment ça se passe dans votre entreprise, cette tension sur les prix ? Alors c'est compliqué à gérer au quotidien, hein, parce que des tensions comme ça, donc nous aujourd'hui, on travaille dans l'inquiétude en permanence, puisqu'on a des prix qui bougent très vite, sans information. Donc aujourd'hui, clairement, voilà, je passe une commande, j'ai pas de délai de livraison et j'ai pas de prix au bout en fait. Donc c'est très compliqué à gérer les plannings. Ça crée aussi des tensions sur les chantiers puisque du retard qu'on peut pas anticiper puisqu'on n'a pas de délai et forcément des augmentations de prix aussi qui pèsent sur les marges des entreprises quand c'est pas possible de les répercuter. Pour la partie qui vous concerne, la construction bois, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'augmentation des prix que vous avez eu à subir depuis 6 mois ? Oui, clairement. L'OSB, par exemple, donc, ce qui nous sert à faire de l'ossature bois principalement, on est sur des augmentations de 400%. Et sur le bois massif, on est à peu près autour de 100% aussi. Donc, suivant les essences, suivant les variétés. Donc, autant vous dire que c'est des augmentations très très lourdes. Enfin, moi, j'ai jamais connu ça en 30 ans de carrière. J'ai jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça, c'est la première fois que ça arrive. J'aurais même pas imaginé que ça pouvait exister d'ailleurs. Ça, c'est aussi ce que constatent vos collègues à la CAPEB. Donc là, je m'adresse au président de la CAPEB Pays de la Loire. Comment ça se passe pour vos collègues, pour l'ensemble des artisans et petites et moyennes entreprises du bâtiment ? Alors on a ces augmentations, on voit les métiers, hein, beaucoup les métiers où il y a du métal aussi, parce qu'on a de très grosses augmentations sur tout ce qui est cuivre, le zinc, l'acier. Et puis aussi aujourd'hui, on a des problèmes d'approvisionnement, donc notamment sur des choses techniques comme des chaudières, des pompes à chaleur. Donc à la saison qui arrive, vous dites bien que ça crée des tensions, puisque si on a prévu d'installer son chauffage et qu'on arrive dans la période d'hiver et qu'on n'a pas de délai à donner à nos clients, vous doutez bien que ça crée des tensions sur les marchés. C'est difficile à gérer. C'est tout simplement aujourd'hui, si je suis artisan plombier et que j'ai une pompe à chaleur à livrer, je ne sais pas si je vais pouvoir finalement, quand je vais pouvoir la livrer, c'est ça ? Moi aujourd'hui, j'ai mon plombier hier avec qui je travaille régulièrement et il a, je ne sais plus combien de chaudières de packs qui sont en commande et pour l'instant il n'a aucun délai, quoi. Donc forcément c'est très compliqué. On a des projets où on doit faire des réceptions, du coup on ne peut pas réceptionner parce qu'il n'y a pas l'outil. Et puis ça leur crée énormément de contraintes aussi dans leur planning, quoi. Enfin, comme nous, on le vit aussi, parce que derrière, quand vous avez des équipes et que vous avez planifié des travaux et que du coup, vous n'avez pas la marchandise, à un moment, s'il y en a ça arrive sur un truc, ça va. Mais si c'est toutes vos chaudières qui ne sont pas arrivées, vous imaginez bien que c'est des jours et des jours et des semaines de travail qui se décalent, mais il faut pouvoir les combler aussi, quoi.
Paradoxalement, aujourd'hui, l'activité des entreprises va plutôt bien et est plutôt positive. Parce qu'en fait, ce qu'on observe sur les prix, on l'observe aussi sur vos commandes. Alors ça, c'est l'effet positif, effectivement. Donc, dans notre enquête CAPEB, on a pu constater au niveau régional qu'on n'a jamais eu autant de plans de charge dans les 10 dernières années. Donc ça, c'est le côté positif. Bon, au moins, il faut se rassurer aussi des choses qui sont là. Maintenant, on espère en tous les cas que sur les matériaux, ça va se réguler dans les mois à venir, qu'on puisse travailler plus sereinement, dans de meilleures conditions, pour nous et pour nos clients aussi. Est-ce que ça a un impact sur le chiffre d'affaires des entreprises, cette augmentation? Comment ça se passe en termes d'impact? Alors, l'impact en chiffre d'affaires, on va dire que le chiffre d'affaires des entreprises, il est plutôt bon. Maintenant, la marge, vous dites bien que les augmentations, il y en a une partie qui ne peut pas être répercutée. Donc, forcément, ça vient impacter la marge des entreprises. Parfois, moi, j'ai des exemples dans mon métier où l'augmentation, elle est de 3 fois supérieure à la marge, en fait. Donc, autant vous dire que là, ça crée aussi du stress aux chefs d'entreprise, puisque on se dit, ben, on a un bon chiffre d'affaires, mais le résultat, à la fin de l'année... Oui, on n'est pas sûr en fait. Hein. Non. On n'est pas sûr qu'avec son bon chiffre d'affaires et les marges qui sont grignotées par l'augmentation des prix, vous pouvez nous donner des exemples, enfin, en termes de pourcentage. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui sur un projet, par exemple? Alors, suivant les activités, on va dire que nous, moi, dans mon métier, je fais de la charpente. La charpente, c'est vraiment impacté. On peut aller jusqu'à 20%, voire plus. Donc là, c'est très, très impactant. Après, quand on est sur du mix au Saturbois, on va être sur de 10, 12%, ce qui est déjà énorme. Donc ça, c'est vraiment Ça, c'est ce que vous constatez au jour le jour en tant que constructeur bois. Voilà. Mais c'est aussi ce que constatent vos collègues plombiers, vos collègues métalliers. Voilà. Donc après, c'est pas une généralité, c'est-à-dire qu'en fonction des métiers, en fonction des activités, on a des augmentations qui peuvent être très fortes. Alors il n'y a rien à la baisse. Là, c'est clair. Là-dessus, on est clair. Par contre, les augmentations, elles sont, on va dire, peut-être entre 5 et 20%. Et c'est au cas par cas, si je puis dire, parce qu'en fonction des métiers, on est plus ou moins impacté, en fait. Dernière question, puis on reviendra vers vous après. Hein, mais est-ce que met en place la CAPEB pour accompagner les entreprises face à cette augmentation des prix des matériaux et aux éventuelles pénuries qui vont avec? Alors des choses qu'on met en place, qu'on a déjà depuis le départ, c'est déjà accompagner les entreprises sur leurs conditions de vente, en fait. Donc d'avoir des conditions générales de vente avec des délais de validité des devis. Donc on leur conseille de les faire très courts, vu la période. Et puis des conditions aussi de révision de prix pour pouvoir au moins amortir un peu les augmentations. Donc on les accompagne là-dessus. On met à leur disposition des conditions générales de vente qui soient adaptées à la situation. Et puis on les accompagne aussi quand ils ont des problèmes de litige aussi avec les clients, parce que c'est important d'accompagner les chefs d'entreprise, que ce soit avec du particulier ou avec du professionnel ou autre. Oui, parce que le problème se pose pour tous les marchés. Tous les marchés, ouais. Merci, on reviendra vers vous tout à l'heure et n'hésitez pas à intervenir si jamais vous voulez réagir à ce qu'on va entendre, notamment sur l'aspect de la ressource bois. Donc on a compris qu'il y avait une forte augmentation. Comment vous l'expliquez et comment, vu de là où vous êtes, de votre place, Fibois, comment vous voyez ces augmentations et comment vous les expliquez d'abord? La genèse, c'est qu'il y a un an à peu près, donc on s'est retrouvé avec une référence, c'est la référence du prix de la planche aux États-Unis, qui n'a fait qu'augmenter à partir de l'automne 2020 jusqu'à cet été, où on était sur des prix de la planche qui étaient de l'ordre autour de 300 $, et qui est monté à plus de 1600 $, 1700 $. Le pic devait être au mois d'avril-mai à peu près. Et donc il y a eu un afflux des exportateurs de bois européens qui traditionnellement alimentaient plutôt le marché français, pas que, mais en partie, et qui ont préféré justement aller orienter leur matière vers le marché américain. Ce marché américain a été quand même
très déstabilisés par la relation au Canada, par un certain nombre d'incendies, d'inondations. Le Covid aussi qui a fait arrêter pendant une longue période les outils de transformation sur ce territoire. Et tout ça a fait qu'il y a eu une augmentation progressive et puis de plus en plus exponentielle des prix. L'augmentation des prix, elle est aussi due à la reprise économique très rapide. Oui, parce qu'il y a eu aussi le nouveau gouvernement américain a poussé à la consommation et à la construction. Et donc ça a dynamisé évidemment ce marché du bois. La France est quand même très dépendante de bois d'importation, à hauteur de 50% à peu près, dans le domaine de la construction. L'appareil de transformation français n'est pas encore en mesure aujourd'hui de pouvoir satisfaire le marché français. Et donc, on s'est retrouvé évidemment complètement dépendant de cette situation. Augmentation des prix, augmentation des délais, parce que les exportateurs privilégiaient le marché américain au marché français. Donc les entreprises se sont retrouvées dans cette double situation, des bois difficiles à faire entrer dans la cour et en plus à des prix exorbitants. Et ça n'avait pas été anticipé, donc très difficile à pouvoir gérer ça. L'observation qu'on fait aujourd'hui, c'est que cette courbe, elle décroît depuis le mois de juin à peu près. Donc là, on est revenu sur la situation dans laquelle on était il y a un an, aux États-Unis. Après, le temps que ça prend pour se répercuter sur le marché européen, ça peut être plus ou moins long. Et ça, on n'a pas forcément la capacité de pouvoir dire à quelle échéance ça va revenir sur une normale, qui ne sera certainement pas la normale d'avant. Et par contre, on commence à en voir certains effets. C'est qu'il y a des produits sur lesquels il y avait, je pense aussi, un phénomène de rétention, des panneaux par exemple, particulièrement des panneaux de contreventement, qui commencent à revenir sur le marché, où il y a un peu plus de facilité à pouvoir obtenir ce type de produits, toujours à des prix qui restent plus élevés que la normale d'avant. Voilà la situation. C'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Et vous, de votre côté, vous ne constatez pas aujourd'hui de baisse des prix? Je pense que c'est tout récent, donc il y a un peu d'inertie aussi. En tous les cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que déjà, si on commence à baisser, mais on pense aussi que ça va prendre du temps, puisque il y a plusieurs phénomènes qui font que c'est pas juste, c'est des phénomènes aussi, on va dire, internationaux. Donc, mais déjà, on se dit, si on a atteint le pic et que maintenant on va descendre, c'est déjà une bonne nouvelle pour tout le monde, je pense. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez des informations sur les autres matières premières, type acier, cuivre, qui augmentent. Je ne sais pas, peut-être que vous en avez des informations. On est en échange avec les acteurs de l'industrie au niveau régional et les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est que beaucoup d'autres matériaux. Alors la Chine a connu des ruptures d'énergie, d'électricité ou de production d'énergie, et donc ils ont dû faire des choix en termes de production industrielle. Et donc il y a certaines productions industrielles qui ont été complètement arrêtées. Et on annonce des ruptures ou des difficultés d'approvisionnement sur certaines matières premières, comme l'alu par exemple. On va avoir à nouveau une inflation des matières premières complémentaires. On a aussi d'autres soucis, c'est qu'il y a des velléités d'investissement des entreprises qui sont particulièrement exprimées, là, entre autres dans le cadre du plan de relance. Mais j'avais un cas d'exemple qui m'a été présenté hier. Une entreprise qui avait besoin de réinvestir dans un moteur. D'habitude, délai de livraison 4-5 semaines. Là, on est rendu à 52 semaines, donc 1 an de livraison pour un moteur. 1 an de livraison pour un moteur, oui, on atteint des choses hallucinantes. Donc on va se retrouver dans des difficultés à gérer le quotidien, entre la répercussion des prix, les délais de fourniture, à la fois des pièces machines ou des matières premières. Donc une situation qui va être très complexe pour les chefs d'entreprise. Ouais. Dernière question, puis après on viendra sur le marché du logement. Est-ce que si on avait eu davantage de bois français, ou en tout cas, est-ce que cette situation va favoriser à un moment donné ou l'autre le bois français? C'est déjà le cas. Nous, ce qu'on a connu, et à notre grande surprise, parce que le métier de Fibois, c'est justement la promotion des bois, et puis l'idée de créer un lien entre une ressource française et puis des marchés locaux. Et on sentait bien que depuis des années, c'était un peu compliqué du côté des charpentiers particulièrement, habitués à avoir des produits de qualité importés de Scandinavie, de Germanie, de Germanie, et des produits de qualité à petit prix. Il était difficile de positionner des bois français de moins bonne qualité à des prix plus élevés. Et là, sur la période qu'on a connue, la période sanitaire qu'on a connue,
les charpentiers, les négoces sont venus vers les interpros pour essayer justement de recréer du lien. Et il commence à se mettre en place là, depuis quelques mois des nouvelles initiatives où les bois français sont favorisés. Donc pour nous, c'est très positif. Ouais. C'est plutôt positif. Ce qui ne veut pas dire que si on a du bois français, on l'envoie aussi à l'étranger, là où les prix sont plus favorables, non? Non, alors ça, pour en avoir on en a beaucoup échangé avec les sieurs, les premiers transformateurs. Et ce jeu-là n'a pas été joué par la première transformation. Déjà, ils n'ont pas répercuté les prix au même niveau que les bois importés. Ils ont augmenté leur capacité de transformation. Ils sont montés à plus de 120% de capacité de transformation. Et puis, ils ont privilégié leur marché français. Donc, les mouvements internationaux dont on entend parler, c'est plus l'export de bois rond et non pas l'export de boissier. Voilà, n'est pas concerné. Ouais, je suis d'accord aussi avec ça. Moi, je travaille avec des bois français, donc et heureusement en fait, parce qu'on a pu aussi. Il y a encore une éthique dans les entreprises françaises et c'est important. Ils ont aussi continué à servir leurs clients et ils ont refusé des commandes qui venaient d'un peu partout. Et on a des augmentations qui sont pas du tout du même ordre que ce qu'on peut avoir sur le marché. Donc c'est important. Et moi, je suis pour aussi qu'on retravaille l'économie ensemble avec tous les acteurs. Il y a les gens qui ont des besoins qui sont nous, la transformation. Il y a les gens qui produisent. Et donc ensemble, on doit être capable aussi de redynamiser la filière. Et, parce qu'on a du potentiel. On n'utilise que la moitié des bois qui sont produits dans notre pays. Donc on a de la marge en fait. Tout ça, c'est de l'économie, c'est de la valeur ajoutée sur notre territoire. Et on est fiers aussi de travailler avec des produits français, quoi. Le marché du logement, comment ça se passe? Mais là, ce que vous venez d'entendre avant une petite réaction par rapport justement à la construction et la construction bois, il va y avoir aussi il y a un contexte, on va dire, réglementaire favorable avec la RE 2020. Qu'est-ce que ça vous amène comme commentaire? On pourra parler un petit peu du marché parce que je pense qu'il faut effectivement avoir cette perspective. Mais sur la question mais réglementaire, on en parle. évidemment, c'est un sujet qui est important. Alors, est-ce qu'il est favorable? Il va pousser à la production de logements avec une incidence du bois de façon très importante. Hein, si j'ai bien compris ce qui se préfigure, si on regarde les objectifs RE 2020 en 2032, on va être sur des objectifs qui imposent quasiment à construire 100% en bois. Donc évidemment, la filière bois, mes deux camarades vont être sous le feu de cette pression. Alors qu'aujourd'hui, on peut le dire, le bois est utilisé évidemment dans la construction, mais pas du tout dans les mêmes proportions que celles qu'on veut mettre en place aujourd'hui, voire demain. Donc c'est vraiment une préoccupation parce qu'il va falloir aller dans un sens à la fois de mettre des canaux de fabrication, de transformation des bois et des professionnels en situation de savoir-faire. Mais il y a aussi la question de l'alimentation. Et on a eu l'occasion avec notre observatoire, lors d'une conférence récemment, de faire intervenir Jean Guénolé-Cornet de Néo-Silva qui nous donnait quelques éléments de réflexion. C'est des sujets qu'on aime bien partager. Et en tout cas, un élément qui nous annonçait, c'est finalement ce qui est produit par la forêt française aujourd'hui. On en prélève tous les ans 50% de ce qui est produit tous les ans. Voilà. Donc on consomme la moitié de ce qui est produit. Donc on se dit, voilà, il y a un petit peu de marge. Notre inquiétude, c'est de dire demain matin, si on est dans la logique de construire effectivement massivement en bois, ça n'est pas le double de ce qu'on consomme aujourd'hui. Ce sera peut-être 3 fois ce qu'on consomme aujourd'hui, dont on aura besoin pour construire ces immeubles. Alors peut-être qu'on aura d'autres solutions. Le béton est en train de trouver des pistes décarbonées. Rassurez-vous, ils réfléchissent. Voilà, mais il faut en tout cas sur le sujet se poser des vraies questions d'anticipation, parce qu'on a besoin d'anticiper. Ce n'est pas moi qui vais dire ça, nos amis. La filière a besoin d'anticiper. Pour le coup, un arbre que l'on travaille dans une... Si aujourd'hui, il arrive, il a un demi-siècle. Hein. Donc voilà, pour prendre des décisions aujourd'hui, pour avoir une filière bois qui est suffisamment forte pour répondre aux besoins sur les territoires, globalement, ce sera dans 50 ans. Voilà. Allons-y sur le marché. Oui, et sur ce que vous constatez en tant qu'observatoire.
Oui, alors notre observatoire regarde l'ensemble du marché. Il faut évidemment avoir à l'esprit que la question du logement neuf, hein, pour qu'on construise des logements neufs, c'est évidemment parce qu'on a une structure de population et d'évolution des ménages qui fait qu'on a besoin de logements en France. Plus de 400 000 logements devraient être construits tous les ans, 400, 450, 500. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. On est qu'à 360 000 logements démarrés sur une année glissante, donc on voit qu'on est très en dessous. Et la région Bretagne comme la région Pays de la Loire sont des régions qui sont à la fois attractives, avec une natalité forte, et aussi avec une structure, un desserrement de la taille des ménages qui fait qu'on a plusieurs moteurs pour ces besoins de logement neuf. Donc il faut construire. Sur la région du Pays de la Loire, ce serait 23 000 logements qu'il faudrait construire tous les ans pour compléter le parc existant, pour le corriger, pour répondre à ces évolutions structurelles. Et la difficulté que l'on a aujourd'hui, elle s'additionne avec une difficulté qu'on a identifiée depuis, on va dire, 3 ans, hein, avec la période préélectorale municipale qui a fait que, globalement, les opérations nouvelles, les autorisations nouvelles, les ouvertures à l'urbanisation se sont ralenties de façon importante, plus des préoccupations qui sont aussi liées à l'environnement, la réflexion sur la nature en ville et sa place en ville, qui fait qu'on est sur les logements libres passé en termes de volume de vente de près de 7 000 logements il y a 3 ans à moins de 5 000 l'année dernière. On est un petit peu au-delà de ce chiffre, mais on est de loin au volume attendu. Un chiffre encore, je ne pourrais pas vous... Allez-y. Non, c'est intéressant vous en donnez d'avoir trop, mais des échelles. sur ce sujet-là donc de production de logement, on voit qu'on est en retrait. C'est de plus en plus difficile sur les grandes agglomérations aujourd'hui. Et l'effet Covid a eu un effet dévastateur sur la production de logements sur l'année 2020. Je prends un exemple, c'est la métropole nantaise sur laquelle, suivant le PLH, où certains acteurs ils font construire entre 6 000 et 7 500 logements. Et en 2020, ont été produits sous toutes les formes, c'est-à-dire opérations de promotion immobilière, opérations de bailleurs sociaux, maisons individuelles en diffus ou en zone aménagée. On a été à 3 500 logements qui ont été produits. Donc on voit bien qu'on a perdu une partie de la production, à la fois parce que les autorisations de construire ont été décalées, on s'en souvient, les chantiers un peu, pas tant que ça. Moi je constate que finalement la filière de production a réussi à rattraper en tout cas les effets des confinements. Mais voilà, on est dans une situation de tension qui est déjà très forte sur la production pour répondre aux besoins. Cette tension très forte sur la production, est-ce qu'elle a un effet sur les prix? Alors il y a un effet sur les prix. Qu'est-ce que vous constatez? Ouais, il y a un effet sur les prix. Je peux vous donner là aussi quelques indications sur 3 territoires de notre région de Pays de la Loire. La métropole nantaise, la ville de Nantes, on a vu sur la dernière année, entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2021, une augmentation des prix et qui sont passés en moyenne sur les prix libres au-delà des 5 000 euros du mètre, avec une augmentation de à peu près 2%. Mais si je regarde ce qui s'est passé sur la ville d'Angers, on est sur des prix qui ont dépassé les 4 000 euros. L'augmentation a été sensiblement de 9%. Et si je regarde sur Saint-Nazaire, la ville de Saint-Nazaire, les prix ont augmenté de l'ordre de 11%. Alors évidemment, dans tout ça, il y a forcément à la fois des évolutions liées au programme eux-mêmes, leur positionnement dans la ville, leur contexte. Hein. Donc il y a des sujets qu'il faut regarder évidemment avec attention. Mais le reflet, il est là, avec des préoccupations de prix qui étaient déjà dans l'air du temps, si je puis dire, ces 3 ou 4 dernières années. On a vu quand même des difficultés à rentrer dans des appels d'offres sur des projets qui étaient de plus en plus complexes, avec des effets réglementaires qui vont encore s'additionner avec le passage de la RE 2020. Donc on voit quand même cette tension qui existe. Et puis aujourd'hui, pour les opérateurs, le risque, il arrive, évidemment. Les entreprises viennent frapper à la porte de leur maître d'ouvrage, c'est normal, compréhensible. La difficulté, c'est que pour certains opérateurs, ça n'est pas forcément possible de répondre de façon concrète à toutes les demandes qui sont formulées. Problématique de l'augmentation, là, c'est ce que j'allais vous demander comme dernière question. C'est comment la tension sur les prix des matières premières aujourd'hui agit sur le logement et sur la production de logements. Alors très clairement, finalement, les promoteurs immobiliers ont une mécanique qui est comparable à celle des entreprises. Ils achètent
des services et des matériaux et le vendent un produit fini, ce que fait l'entreprise. Donc pour l'entreprise qui voit ses prix d'approvisionnement qui augmentent de 50, 100 ou 200%, évidemment son prix de sortie doit être réactualisé pour éviter de se trouver dans une situation qu'on décrivait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire un chiffre d'affaires important mais pas de marge au bout, donc c'est la disparition de l'entreprise à moyen ou long terme. Pour les maîtres d'ouvrage qui construisent pour leur propre patrimoine, on peut être dans une logique où ils peuvent répondre à cette demande, mais pour beaucoup d'opérateurs, promoteurs qui vendent leur logement avec des prix qui sont encadrés, qui ne peuvent pas faire l'objet de révision, on va se retrouver dans la même situation que l'entreprise, avec des entrants qui sont plus chers et des prix de sortie qui ne peuvent pas être évalués. Donc il y a cette tension, il y a une discussion, il y a même entre les différentes fédérations professionnelles un système d'arbitrage et de dialogue qui a été mis en place, mais je sais que pour certaines opérations, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Je vais vous poser la même question à tous les trois, et ce sera la dernière question. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que vous voyez quelque chose ? Et j'imagine qu'à la CAPEB, on fait des projections, on regarde les marchés, on a des économistes. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer dans les prochains mois, on va dire, et dans l'année prochaine ? Alors moi, je dirais que personne n'a de boule de cristal, surtout pas moi. Et aujourd'hui, on est sur des phénomènes qu'on n'a jamais connus, en fait. Et donc, c'est très difficile de se projeter dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'on voit bien, si on regarde les économistes, quels qu'ils soient, on a des avis qui disent tout, ils sont contraires. Qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. Et je ne sais pas si quelqu'un est en mesure aujourd'hui de dire quand ça va s'arrêter. Et donc, nous, on est plutôt dans le côté d'observer les jours, au jour le jour les choses qui se passent, et puis d'orienter aussi, d'accompagner nos entreprises pour éviter justement d'avoir des phénomènes dont on a parlé tout à l'heure, d'endettement et voire de disparition d'entreprises. Je voulais rajouter juste, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que nos entreprises ont recruté, on est à plus 7% de salariés dans le bâtiment depuis 3 ans, par rapport à il y a 3 ans. Donc ça veut dire que même s'il y a beaucoup d'activités, même si on n'arrive pas à fournir, on a une augmentation. On est à plus 20% de nouveaux apprentis en Pays de la Loire en première année cette année, plus 14% au global. Donc ça veut dire que les entreprises s'investissent et investissent dans la formation, ont recruté. Mais on ne peut pas aller au-delà de ces taux-là parce que déjà c'est hyper difficile à gérer en fait pour tout le monde. Donc là on est sur une inflation qui est arrivée très brutalement. Maintenant de vous dire est-ce que ça va continuer sur cette cadence ou est-ce que ça va se réguler En réalité on n'en sait rien. Je pense que personne ne sait. Enfin, c'est pour pas qui m'avancerait sur une chose comme ça, parce que franchement. Donc en fait, accompagner les entreprises, faire attention à ces devis, trouver voilà, les solutions pour atténuer quoi. Et puis que les entreprises travaillent sur leur organisation, leur mode de production, enfin, et trouver des partenariats aussi. Donc tout ça, c'est du travail qui se fait aussi par les entreprises pour atténuer. Et comme on le disait tout à l'heure, si on a des acteurs plus locaux, je pense qu'on arrivera mieux à maîtriser le marché et surtout à avoir des pics qui soient beaucoup moins forts. Moins importants dans un sens. Ou dans un autre peut-être. Ou dans un autre aussi, oui. Monsieur Ferron. Donc oui, pas de perspective non plus. Difficile de pouvoir se projeter. Une chose est sûre, c'est que ces tensions matières, elles ne vont pas s'arrêter là, elles vont continuer. On risque de subir une succession de vagues de ce type-là, alors plus ou moins fortes dans les années qui viennent. Donc il faut que les entreprises se préparent à ça. Et la période actuelle nous a fait aussi nous rendre compte qu'il nous manque des outils. Par exemple, on n'a pas d'indice, les entreprises manquent d'indices, de prix, pour pouvoir justement conforter, positionner un devis au regard d'un indice et faire évoluer le montant proposé donc, aux clients selon un indice. Donc Fibois France aujourd'hui a fait une demande auprès des partenaires nationaux pour que ce type d'indice se mette en place. Il va falloir qu'on équipe un peu mieux les entreprises pour qu'elles puissent continuer à évoluer dans ce monde complexe. Complexe, qui va devenir plus complexe peut-être encore, et notamment en raison de cette tension sur les prix. Mot de la fin, monsieur. Oui, la question que vous posez, comment les choses vont se passer, est forcément dépendante des besoins qui s'expriment en matière de logement et de réhabilitation. Et là, les besoins sont énormes. Et voilà, donc je pense qu'on a un élément qu'il faut avoir à l'esprit dans notre région, en France.
On a une natalité qui est importante. Je pense qu'il faudra qu'on regarde à un moment ou à un autre aussi la question des réfugiés climatiques. Je ne vais pas rentrer dans ce débat important, mais je pense que dans 30, 40, 50 ans, on risque d'avoir quand même des sujets que l'on n'a pas forcément anticipés sur ces réfugiés climatiques qui viendront en Europe, par exemple. Il suffit de regarder le doublement de la population en Afrique annoncé par l'ONU. 1,2 milliard d'habitants qui sont dans des situations de risque, de zones à risque climatique fort, donc il faudra sans doute les accueillir. Mais avant de parler de cela, il y a évidemment les besoins qui sont identifiés aujourd'hui, qui continueront à être importants en neuf, et ils seront encore plus importants si on veut tenir compte des évolutions de notre parc sur l'ancien. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une production qui va être très importante, un besoin de production, et en face de cela, d'autres éléments dont je parlais tout à l'heure, c'est l'Aéro 2020 qui va pousser à construire encore plus en bois. Et moi, j'ai envie de dire, revenir à la normale, on ne reviendra pas à la normale. On reviendra pas à la normale, pardon, ça n'est pas possible. Tous les marchés sont un peu élastiques, mais pas complètement. Donc, il va y avoir une déformation des prix, des référentiels qui va se faire. À mon sens, il y a un matériau qui va être plus impacté durablement, c'est le bois. Moi, je persiste à penser qu'il y a un vrai sujet sur lequel il faut qu'on soit très attentif et coopératif ensemble pour identifier les façons de faire pour ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle on a été, qui n'est pas forcément liée au Covid, qui a été accentuée par le Covid. C'est-à-dire tous les autres matériaux, les PVC, le cuivre, l'acier, ont été... Tous les autres matériaux augmentent voilà. aussi de manière exponentielle. Oui, mais si vous voulez, quand on regarde l'histoire récente, les entreprises, pas du tout dans les mêmes proportions évidemment, mais sont habituées à voir des variations sur ces prix. Et si on veut parler de comme avant, j'allais dire le comme avant, eh bien pour ces matériaux, on va retrouver à peu près les mêmes rythmes. Sur le bois, en revanche, on est sur une tendance qui n'est pas du tout la même. Donc là, il faudra en tenir compte, prévoir, anticiper, mettre en sorte de développer des moyens, en tout cas, de production, mais aussi d'observation pour ne pas aller trop vite et pas se retrouver dans une situation où les choses sont impossibles. Je donne un dernier chiffre pour que vous ayez... Le dernier. Oui, le dernier. Mais je pense qu'il est important quand on regarde, quand on fait un petit calcul de masse biosourcée sur une opération. Voilà, niveau 3, on est à 36 kg. Il y a plein d'opérations qui sont à peine niveau 1. Niveau 1, on est quoi? On est à 16 kg de mémoire. Voilà, moi je vois une opération que j'ai vue il n'y a pas très longtemps dans une manifestation de la Fédération des promoteurs immobiliers qui mettait à l'honneur cette opération, 120 kg au mètre carré de bois. Hein. Donc voilà, c'est des opérations qui peuvent être poussées, c'est-à-dire 10 fois plus de consommation de bois. Autant en maison individuelle, on est, je pense, très en avance, et en fait l'exemple sur votre production. Sur le collectif, le bois aujourd'hui n'est pas utilisé. Pourtant, c'est la tendance, on souhaite le mettre à l'honneur. Donc ça nécessitera sans doute des productions complémentaires qui ne sont pas forcément prévues aujourd'hui. Monsieur Ferrand, vous avez 5 secondes. Vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre? De toute façon, c'est ce qui est annoncé. Hein. C'est C'est une augmentation de la part de bois dans la construction. On l'attend et on l'a poussé. Vous l'attendez et vous l'avez poussé. Maintenant, à nous de l'organiser aussi. Donc effectivement, il faut s'y préparer. Ouais. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV. C'était très intéressant de vous voir débattre, enfin de pouvoir parler de ces problèmes de tension sur les prix et de voir un peu de quoi sera fait l'avenir. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont bien sûr le Salon Artibat et France Bois Forêt. Merci à vous.